Donc, sur l'école, ce qui est important sur l'école, c'est qu'en fait, ça concerne tout le monde. Et c'est, je pense, un sujet qui peut fédérer le peuple. Ça touche les élèves, ça touche des professionnels, pas que les enseignants, l'ensemble des professionnels dont on parle pas assez et dont je vais parler. Ça touche les parents et ça touche les grands-parents qui parfois sont peut-être pour leur petit gamin. Donc, ces questions d'éducation, elles sont structurantes parce que c'était aussi une des thèses que nous avions développées depuis 2012, le travail de question éducation dans le programme émotionniste. C'est que l'éducation n'est pas une question de bon sens, une question dépolitisée, une question que l'on peut gérer un bon père de famille, comme disait Sarkozy. C'est une question éminemment idéologique et politique. Donc c'est sur ce niveau-là que je vais intervenir pour montrer cela. Voilà. Ça a été dit, donc je vais parler une demi-heure pour présenter le livre et présenter quelques mesures qui permettront, à notre sens, de faire émerger l'école du peuple, celle de l'émancipation et de l'égalité, deux termes sur lesquels je reviendrai. Et ensuite, on pourra parler des mesures et on échangera un peu. La participation étant bien sûr extrêmement valorisable dans ce style de réunion. Le titre, Blanquer à l'assaut de l'école de la République, à l'assaut, parce qu'en fait, Blanquer a bénéficié d'une chose que personne avant lui n'avait pu avoir. Il a fait un mandat entier de président de la République. C'est le seul. Le seul qui a fait plus que lui, c'est Fouché, et qui a fait 6 ans entre deux mandats de Gaulle. La fin du premier mandat présidentiel de Gaulle, 62-65, puis le second mandat de Gaulle. Donc ça veut dire qu'il a fait plus que Blanquer, mais sur deux mandats. Blanquer a été le chouchou de Brigitte Macron. Macron, Brigitte disait que Blanquer était formidable, et Blanquer disait que pour lui, la prof idéale, c'était Brigitte Macron. Il travaillait dans la filière. Voilà. Donc tout est résumé dans ça. Et le sous-titre, chronique militante d'une casse et d'un casse. Une casse, pourquoi? Une casse parce que c'est une entreprise de destruction méthodique de l'éducation nationale. On va voir comment, pourquoi. Mais un casse parce qu'en fait, ils l'ont fait de manière décomplexée. C'est le gang de la Macronie qui a agi pendant ces 5 ans. Je rappelle que les membres de cette gang s'appellent des instants. Et quelque part, la concession. Ils doutent de rien. Comme je disais déjà, c'est à ça qu'on est reconnu. Et donc, cet ouvrage, il est composé, en fait, depuis 2017, des interventions dans le débat sur l'éducation, avec des tribunes qui sont parues dans les médias, des communiqués, et à cette époque-là, avec Paul Vanier, c'était partagé de tâches, lui était coordonnateur du musée de France et Toulouse, moi j'étais resté responsable de la commission d'éducation du PJ. Donc, on parlait bien sûr de concert. Et ça se fait en 10 chapitres. Donc, on va aborder un peu ça pour présenter le contexte et dire qu'en fait, le courant mélanchoniste a été acteur politique du débat sur l'éducation pendant 5 ans. On n'a pas été absent. Et c'est vrai que les médias ont souvent repris ça. Et effectivement, on s'en aperçoit, dès qu'il y a une question thématique qui intéresse les gens, les médias quelque part. Là, le journaliste de l'Écho, il y aura un article d'une heure, voilà, c'est ça. Donc, c'est absolument ça. Alors, je vais aborder plusieurs thèmes. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, on peut être trop long. Premier chapitre, c'est Blanquer, qui es-tu, d'où parles-tu? Il y a une chose dont je suis très fier, c'est bien d'être fier de ça parfois, c'est que quand Blanquer a été nommé ministre, quelques jours après, il a écrit une tribune intitulée Blanquer de l'ESSEC au 15 siècle. En fait, Blanquer, on le connaissait. Blanquer, il a été pendant 3 ans numéro 2 du ministère de l'Éducation nationale sous Sarkozy et ministre Chapelle, DGESCO, directeur de l'enseignement scolaire, DGESCO, et c'est lui qui a orchestré une grande partie des 80 000 suppressions de postes qu'il a eu sous Sarkozy. Donc on savait qui il était. On dirait dans le privé que c'est un poste killer, quelqu'un qui tranche et qui supprime les postes en voilà. Même avant cela, sous le dernier ministre de Chirac, de Robien, il était dans le cabinet de Robien.
Et j'en parlerai par rapport au statut. Parce que là aussi, c'est quelque chose qui se recoupe. Quand Sarkozy est battu, il va dans le privé, diriger l'ESSEC, l'école de commerce privée. Et en fait, pendant ces 5 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit 2 livres. Parce qu'il se dit, l'élection de 2017 sera imperdable pour la droite. Donc, ils sont choisis, en espérant que le ministre de l'Éducation, Sarkozy le cheat, Juppé le devance, ils se rapprochent de Juppé, en disant que Juppé devrait faire l'élection. Problème, Juppé perd la primaire contre Fillon, ils se rapprochent de Fillon, problème pour Fillon. Et donc, il se rapproche de Macron au final. Et avec Macron, il a remplacé ce qu'il voulait, son bâton de maréchal, il est ministre de l'Éducation nationale. Et là, il va pouvoir aller droit au but, mettre en place son programme, celui qu'il avait nourri depuis X années. Je rappelle, je ne veux pas non plus être déjà, mais il allait à un moment donné recteur de l'Académie de Guyane. Il avait failli se noyer en pirogue. Bon, je me souhaite la mort à personne. Mais bon, il avait failli se noyer en pirogue en traversant un fleuve pour aller dans une école éloignée. Bon, en Guyane. C'est lui qui, avant d'être DGESCO, avait justement commencé à faire des contractualisations avec les entreprises et les étudiants scolaires. Donc, on le connaissait. Et dans ce premier chapitre, il y a une seconde tribune que je vois, c'est celle que j'avais faite après 6 mois de mandat de Blanquer, où Blanquer avait été invité à l'émission de France 2, parce qu'à l'époque, les macroniens étaient en difficulté et Blanquer apparaissait comme le ministre le plus solide. Donc, il est invité, et tout se passe bien pour lui, les médias les journalistes sont très accueillants pour lui, et puis, problème, il y a un débatteur, Alexis Corbière. Et Corbière prend un très bon angle d'attaque en disant, moi, je voudrais développer la gratuité des cantines, pour lutter contre les inégalités sociales. Au départ, Blanquer dit, ah, pourquoi pas? Quand Corbière dit, oui, mais en fait, il faut nationaliser le service public de la restauration. Ah non, nationaliser, c'est pas possible. Et donc, ça crie. Et là, le débat, l'échange devient tendu. Et à la fin du débat, Blanquer se rend compte qu'il était trop agressif. Il dit, je regrette d'avoir fait tout le climat avec Alexis Corbière. Et là, moi, je fais contribuer à ça, sous le vernis. Et bien, on voit le projet de société de Blanquer. Son projet de société n'est pas un projet de société progressiste, humaniste. C'est un projet qui se résumerait aux journalistes par 3 choses. Pour moi, dit Blanquer, l'école, c'est un marché, une marchandise et une entreprise. Et tout est dans ça. Et effectivement, on avait réussi à savoir qui était Blanquer réellement. On le savait, mais pour les gens, il faut toujours démasquer. C'était la même chose dans un autre registre, quand Léa Salamé avait été confrontée à Jean-Yves Mélenchon, quand Macron a été nommé ministre de l'économie sous Hollande. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Mélenchon dit c'est le banquier de Rothschild, il va faire une politique totalement libérale, etc. Et que Léa Salamé dit il ne faut pas dire ça, il est nouveau dans la politique, mais non, on sait qui c'est. Et l'ami Macron, il faut se rappeler aussi que sous le début du quinquennat de Sarkozy, c'est lui qui est le numéro 2 de la commission Attali, chargé de libérer la croissance et qui impose une position ultralibérale à la France. Donc, on savait qui c'était Macron. Et il n'y a pas de surprise. Donc, pour Blanquer, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il y a 2-3 éléments par lesquels je vais illustrer cela. Parcoursup, Blanquer a voulu casser le diplôme du bac. Casser le diplôme du bac, parce que c'est un rempart pour que l'école de la République reste une école de l'égalité et nationale. Il y a 2 manières de casser le diplôme du bac, et je reviendrai beaucoup sur cette notion de diplôme, pour moi, c'est central dans l'œuvre de destruction de Blanquer. Il y a en amont et en aval. En amont, c'est dire que le bac n'est plus un examen national, contrôle continu, c'est ce qu'il a fait. Il y a eu beaucoup de manifestations contre ça, mais il passe en force. Car quand le bac devient un examen local, il n'a plus la même force pour postuler à aller poursuivre ses études dans le supérieur. Ce n'est plus le premier grade universitaire, en fait. Il est dévalorisé, dévalué. Et également,
c'est la rupture de l'égalité territoriale. On peut très bien dire le bac passé à Perpignan est de moins grande valeur qu'à Toulouse, qui elle-même est moins grande valeur qu'à Marseille ou Lille. On peut très bien ça. Jusqu'à présent, un patron ne peut pas dire toi, tu as passé le bac ici, c'est pas de qualité. Oui, j'ai passé une épreuve, ça fait un examen anonyme et républicain, qui fait que j'ai le même diplôme que l'autre qui l'a passé ailleurs. Peut-être que la formation est un peu différente, mais la sélection finale de l'examen, c'est républicain. Et c'est pour ça que dans ce livre, il n'y a pas ce que j'ai fait paraître hier, ce politisme, j'ai fait le 30 juillet, où le titre c'est Monsieur Blanquer, l'école d'art public, c'est aussi le concours. Parce qu'en fait, Blanquer veut supprimer le CAPES. Alors c'est un ballon d'essai, hein, mais on fonctionne toujours comme ça. On lance un ballon d'essai parce qu'en fait, on veut casser une étape supplémentaire qui serait mise en avant pour casser cela. Et puis, ça c'est en aval, en amont, mais comment on accède à l'enseignement supérieur? Parcoursup, c'est ça. Alors, là aussi, on prend toujours un dysfonctionnement pour dire on va guérir par un mal encore plus grand. C'était à l'époque affectation post-bac, où il y avait des choses qui étaient pas normales. Dans certaines orientations en tension, notamment dans les SLAPS, sport, il y avait trop de candidats et pas assez de place. On faisait un tirage au sort. Alors, on avait dit, vous voyez, tirage au sort, regardez, c'est une catastrophe, il faut rationaliser l'orientation post-bac, on va faire Parcoursup. Parcoursup, c'est véritablement une catastrophe. C'est une catastrophe, et je vais le dire très simplement. Alors, j'ai l'habitude dans mes réunions de faire un peu de lecture sur un sujet seulement, mais jamais le même. Hier, j'ai fait une lecture sur justement la tribune de l'ESSEC ou d'INSEC, où en quelques lignes, tout ce qui s'est passé était résumé dans cette tribune. De dire que 3 jours après la nomination de Blanquer, on fait la tribune, et c'est tout à fait ça. Sur post-bac, j'avais fait une tribune, très rapidement, et je disais qu'il y avait 7 malfaçons ou erreurs dans ce projet post-bac. Je vais dire très rapidement. Premièrement, Parcoursup incarne d'abord une conception froidement technocratique de l'orientation. Technocratique. Les choix d'orientation ne relèvent d'aucune manière qu'ils soient d'une simple démarche administrative. Et pourtant, c'est passé très souvent avec le de Parcoursup. Peu importe les projets des futurs étudiants, pourvu que chaque classe finisse par être occupée. C'est en fait. Post-bac, c'est ça. On va traiter ça de manière administrative avec des algorithmes. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais deuxième, il promeut également des pratiques cyniquement bureaucratiques. Il s'agit d'un dispositif anxiogène à toutes les étapes, pour les élèves, avant qu'ils passent le bac, après qu'ils aient le bac, pour les parents, pour les professeurs aussi, parce que conseiller à des élèves de mettre telle option dans un niveau avant celle-ci, c'est très difficile. Et on engage parfois à l'avenir des nouveaux bacheliers. Anxiogène parce que Blanquer avait reproché à des étudiants, à des futurs étudiants, des bacheliers, d'être partis en vacances au mois d'août. Ils n'avaient pas de temps. Donc, ils avaient dit, mais quand on est vraiment intéressé par l'avenir, on ne part pas en vacances, ça ne fait pas où on va. Et ils avaient même reproché à des élèves de ne pas avoir suivi tout à fait. Troisième bonne façon, Parcoursup traduit le silence commun de réalité à tous les états. Qui sert à occuper le défi, le principal défi, comment on peut accueillir tous les bacheliers dans notre supérieur. Et donc là, l'austérité dit on ne peut pas les accueillir. D'ailleurs, Macron l'a dit récemment, il faut que les étudiants comprennent qu'il n'y a pas d'inscription gratuite à la fac et qu'à la fac, ça va être payant. Et il a dit clairement. Quatrième élément, Parcoursup introduit la primauté de la règle de la stratégie individuelle. En fait, on considère que l'orientation, c'est un jeu de casino. En fait, on a 10, 15, 2, et puis quand il y en a un auquel on n'est pas, hop, ça se passe. S'il y a quelqu'un qui n'est pas pris, qui avait demandé ça, il y a une place qui est ouverte, et donc c'est un jeu de casino permanent, comme à la bourse. Là, on ne dit pas avec ça.
Et ça culpabilise effectivement les gens. Parcoursup continue à favoriser les initiés des arcanes de l'enseignement supérieur. Ceux qui savent qu'il faut bien faire ce jeu-là, ils sont avantagés. Les gens de catégorie modeste, enfin, ils sont pas au courant de ça. Et donc, c'est, pour reprendre nos yeux, on favorise ceux qui ont déjà des activités sociales et culturelles. Ça favorise également le processus de marchandisation. Je prends deux exemples pour la marchandisation. En fait, c'est là où l'école doit être la possibilité de profit privé. Là, j'ai reçu, juste là, il y a 4-5 heures, une pub sur le Nouvel Observateur. En fait, il dit, des officines privées de coaching vous proposent pour 180 € d'accompagner les élèves et les familles pour gérer Parcoursup. 180 €. Et ça avait été le cas déjà avant, où on avait vu beaucoup d'officines qui disaient on va vous aider à rédiger de l'aide de motivation, gérer les arcanes de Parcoursup, donc en marchandise. Et deuxième élément de marchandisation, c'est que beaucoup de familles, au mois d'août, quand il n'y a pas encore d'orientation acquise pour leurs enfants, disent mais comment on va préparer la rentrée, l'appartement dans la vie universitaire, et qui disent eh ben, j'inscris mon fils dans le privé, comme ça je suis sûr qu'il a quelque chose et que je peux désormais organiser la rentrée. Parcoursup, ça favorise le privé. Vous voyez, Parcoursup, ce n'est pas une petite affaire en fait. C'est clairement quelque chose qui est un projet global. Et c'est pour ça qu'effectivement, une des choses que nous avons toujours développées dans ce travail sur l'éducation, c'est de dire que souvent les autres ont fait une erreur. Ils disaient le projet pour l'école doit déterminer le projet de société. En fait, c'est le contraire. Parce que sinon, on fait croire à l'école qu'elle peut résoudre les problèmes de la société. Donc, exemple, le chômage, ce n'est pas l'école qui va résoudre le chômage. Elle forme à des emplois. Et nous, on avait dit c'est le contraire. D'abord, il faut déterminer un projet de société. Et une fois qu'on l'a bien déterminé, on sait où on veut aller. L'école va contribuer grandement, mais contribuer à ce projet de société et à le mettre en application. Et donc, c'est ce qu'on avait dit en 2012. Il y a aussi une très grande fierté avec le Paul Dany et François Coq, qui à l'époque était secrétaire national à l'éducation. On avait dit en 2012, quand Hollande était élu, parce que rappelez-vous, en 2012, il y a beaucoup de gens qui disent Sarkozy a été une catastrophe. À la limite, Hollande, pourquoi pas? Et nous, on avait fait des petits en disant le PS va aller dans une impasse parce que leur problème, c'est que leur projet de société est indéterminé et qui n'est pas assumé clairement. Exemple, j'en ai parlé avec Spotty tout à l'heure, quand Hollande dit l'ennemi, c'est la finance, une semaine après, il va à la City de Londres où il dit, alors, en privé, I am not dangerous. Rassurez-vous, je ne suis pas dangereux, j'ai dit ça pour la campagne, mais non. Et Mélenchon, après, une semaine après, il dira, moi, I am very dangerous. Mais c'est ça. Donc, le projet de société, c'était ça. Et on avait parlé de lancement politique et de contresens idéologique que cette gauche-là allait faire. Et cette gauche-là, Macron, comme ministre de l'économie et du budget. Et c'était évident. C'est pour ça que je prendrai deux exemples pour bien voir que Macron, en fait, s'inscrit dans les 3 quinquennats, voire les 4 quinquennats, qui ont placé l'école. Et même, je dirais que celui qui ressemble le plus à Blanquer, décomplexé, c'est Allègre, Claude Allègre, ministre socialiste de l'Éducation nationale, qui a décomplexé, qui a ouvert des vannes contre l'Éducation nationale. Parce que quand c'est quelqu'un de gauche, entre guillemets, qui fait ça, beaucoup de se disent, mais après tout, peut-être qu'il faudrait faire ça. Alors que quand c'est quelqu'un de droite, on se pose plus facilement. Donc, Allègre, pour moi, c'est celui qui a décomplexé beaucoup de ministres après. Et il a fait quelque chose de très, très, très grave. Donc, je prends 2 exemples par rapport à ces contresens. Rappelez-vous, Hollande, quand il est intronisé président, une première chose qu'il fait, c'est un discours sur l'éducation, pour rendre hommage à Jules Ferry. Et avec notamment le concept développé par son compagne de l'époque, Valérie Trierweiler,
on va développer l'égalité des chances. L'égalité des chances, ce n'est pas un projet de transformation sociale, c'est quelque chose de libéral. Parce que ça veut dire qu'on oublie qu'il y a une société de classe et que mettre des gens soi-disant à égalité sur un ligne de départ, ce n'est pas possible. Il faut changer d'abord la société, et donc avoir un projet de société avant pour essayer d'améliorer ça. Sinon, la compétition est inégale et ça renforce les inégalités. Et là, ça les renforce en donnant bonne conscience à ceux qui gagnent. Et c'est ce que faisait Sarkozy en disant, regardez, il y a un gars qui sortit des banlieues, ça veut dire qu'on peut sortir des banlieues et que tous les autres qui échouent, c'est leur faute, on leur donnait la chance, on individualise, et après on culpabilise. Vous avez échoué, tant pis pour vous. Vous aviez l'égalité des chances. L'égalité des chances, c'est un contresens idéologique. Deuxième exemple, nous avions lutté tous contre la loi Carle. La loi Carle, c'était la loi en 2008 qui disait aux communes de devoir financer les frais de scolarité des élèves qui vont dans le privé, dans la commune d'origine, mais aussi dans une commune autre que la commune d'origine. Alors que pour le public, la commune est obligée de financer dans la commune d'origine. Sauf s'il y a un accord entre les deux communes. Mais l'obligation, c'est ça. Ça veut dire que c'était un avantage considérable pour le privé. Et Vincent Peillon, ministre de l'époque, dit « Nous étions contre la loi Carle, mais finalement, on a supprimé trop de complications, trop de tensions, donc on considère que c'est un point d'équilibre acceptable. Et donc, on ne la supprimera pas. » Ça s'appelle un renoncement politique. Autant la question de l'égalité des chances, c'est un contresens idéologique, là, dans le cas, renoncement politique. Et effectivement, Blanquer va accentuer cette pente-là pour le privé. Je prends 2-3 exemples par rapport à ça, pour le privé. Quand Blanquer dit, et Macron, on va rendre la scolarité obligatoire à partir de 3 ans et plus de 6 ans. Bon, c'est une mesure qu'on avait nous aussi. Mais sauf que Macron le fait dans un autre but, pas pour combattre les inégalités sociales. C'est pour dire que désormais, puisque c'est obligatoire, les communes devront financer aussi les frais de scolarité des élèves qui, dans le privé, sont scolarisés. Dans la commune d'origine ou alors dans la commune alentour. Alors que pour le public, c'est uniquement la commune d'origine. Sauf accord avec. Oui, c'est un cadeau pour le public. Et Blanquer va jouer beaucoup de ces éléments-là. Le privé est choyé. Exemple, Blanquer dit l'éducation prioritaire, ça coûte un pognon de dingue. Donc on va faire en sorte que ce qui n'est pas un rêve plus, eh bien, désormais c'est plus dans le cadre des aides supplémentaires. On va contractualiser avec les établissements des objectifs. Le mot important, contractualiser, c'est vraiment le discours de l'entreprise. Et donc, contractualiser, c'est-à-dire que l'établissement signera un accord avec le rectorat pour dire on va essayer de lutter contre les inégalités, puis si vous réussissez, vous avez un peu d'argent, si vous ne réussissez pas, vous n'avez pas d'argent. Et désormais, on dit que le privé pourra contractualiser. Et le privé se dit, mais super, on peut avoir de l'argent gratis, on fera des trucs bidons pour dire qu'on a lutté contre les inégalités, et donc une partie de la manne d'argent public va aller dans le privé. Et c'est un peu dans la logique d'il y a 10 ans, le plan Espoir banlieue de Fadela Amara. C'est un peu ça. Je ne sais pas si certains ça rappelle. C'est tout à fait ça. Donc il y a une continuité. Et Blanquer accentue cette pente. Blanquer a aussi une caractéristique, c'est qu'il dévoile le sens de mots. Blanquer, quand il arrive ministre, il dit « Moi, je suis modeste, je ne fais pas de loi, de grande loi pour l'école. » 2 ans après, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une grande loi pour l'école. Il appelle l'école de la confiance, qui en fait, c'est l'école de la défiance, où les enseignants articuleurs ne doivent plus s'exprimer politiquement au motif d'un devoir d'exemplarité. En disant, on ne peut pas critiquer la politique du gouvernement. Moi, je suis prof, je ne peux pas faire mes tribunes. Voilà. Mais ils tentent de cadenasser tout ça. Alors que nous, fonctionnaires, on n'est pas soumis au devoir de réserve, c'est pour la direction. On est soumis au devoir de discrétion sur certaines choses. Pas plus. Donc, en fait, on veut museler cette contestation possible. Et ça, c'est en résonance avec la tendance à la criminalisation de la contestation sociale ou écologique. On voit beaucoup. Et donc, taisez-vous,
n'y a rien à voir. Et donc, dans cette loi également dite de la confiance, que nous on appelle de la défiance, et que j'ai intitulé comme chapitre, j'ai intitulé ça la farce de l'école de la défiance, en fait. Il y a aussi la volonté de dire que les profs, il faut s'attaquer contre leur statut. Le statut de fonctionnaire, ça pose problème. Parce qu'en fait, ça met à distance toutes les pressions managériales qu'on pourrait subir. Moi, on me dit, si on me dit, faites ça, on me dit, mais ce n'est pas dans ma formation, ce n'est pas dans mon statut, donc je ne le fais pas. Et donc, on va vouloir recruter des gens directement, sans plus passer par le concours. Alors, d'abord, affecter, puis recruter. Recruter, c'est plus dur. Il y a un concours jusqu'à présent. Mais là, il est allé très loin, la volonté depuis 2-3 jours de dire qu'il faudrait supprimer le CAPES. Mais c'est l'affectation avant. C'est que désormais, pour aller dans un établissement, le gouvernement national était affecté en fonction des points. Et là, il y a beaucoup de postes qui vont être des postes à profil. À profil, c'est-à-dire que, en fait, le chef d'établissement nous reçoit en disant vous voulez venir dans mon lycée, on a un projet contractualisé souvent. Le mot contractualisation, c'est fondamental. Et donc, je vais vous prendre, mais si je vois que vous êtes un peu syndicaliste et que contestataire, je comprends. Hein. Et que donc, il y a beaucoup, aujourd'hui, de matières, il y a quasiment plus de mouvement. Le droit au mouvement est quasiment supprimé. Une matière comme la SVT, il n'y a plus beaucoup de mouvement, parce que la plupart des postes sont à profil, et donc sur choix du chef d'établissement, qui se voit comme un petit manager. Donc, ça, c'est une remise en cause du statut, et la remise en cause des concours irait encore plus loin. Ce qu'on veut, c'est des profs dociles qui n'ont plus leur mot à dire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui également, il y a de plus en plus de profs contractuels et non plus statutaires. Contractuels, ça veut dire qu'on est à la merci de la reconduction ou pas du contrat et de son poste. Et donc, ça fait que le jour de la grève, moi je suis contractuel, mon chef d'établissement me voit dans mon réseau parfois parce que je conteste un conseil de classe ou je ne sais quoi. Je ne vais pas faire grève parce qu'il faut que je sois reconduit l'an prochain. Donc ça, c'est la gestion managériale. Et il y a un chapitre également que j'ai consacré à la notion de New Management public. C'est-à-dire, là, le New Management public, c'est en fait les règles de management du privé appliquées au public. En fait, le terme est très mauvais parce que le New Management public n'a rien de public. N'a rien d'intérêt général, rien de service public. C'est le privé. Et donc, on veut faire ça, et notamment, ce qu'on veut faire, c'est le statut. Le statut, il faut le dégommer. Et l'exemple type, c'est quand on veut recruter des contractuels, les chefs d'établissement pouvaient leur imposer des tâches en dehors de leur formation, en dehors de leur concours, en dehors de leur qualification. En disant, mais vous êtes prof de maths, mais vous pouvez faire un peu d'histoire géo pour aider les élèves. Quelqu'un qui est statutaire, peut lui répondre, non, moi, hors de question, et je risquerais pour mon poste. Et donc, c'est une mise en tension des personnels. On peut dire, mais vous êtes privilégié, vous avez le statut, vous refusez de le faire, que les autres font. Donc, c'est pas possible. Donc, il y a une pression qui se fait de manière insidieuse. Et donc, c'est aussi ce qui conduit, à mon sens, également, à une volonté de casser ces protections. Je rappelle que les statuts, pour la fonction publique, c'est l'équivalent du Code du travail. Le Code du travail ne s'applique pas dans le public. Non, beaucoup croient que les statuts, c'est un privilège. Non, c'est l'équivalent du Code du travail dans le public. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui met en avant le sentiment que beaucoup de professeurs se sentent dépossédés de leur métier et qu'il y a une difficulté supplémentaire. Autre élément sur lequel je vais insister, c'est sur les E3C. C'est-à-dire que là aussi, c'est le problème parfois de la cogestion. Quand on veut essayer d'éviter le pire d'une réforme et qu'on négocie et qu'en fait on fait des compromissions. Quand Blanquer dit la plupart des épreuves pour le bac ne seront plus des examens, ça sera du contrôle continu. Il y en a qui essaient de garder un caractère national aux épreuves, donc on va faire dans chaque établissement des épreuves ponctuelles par établissement, les E3C, épreuve 3C
épreuve commune de contrôle continu. Et là, il y avait eu des manifestations en même temps que la réforme des retraites, et juste avant le confinement. Où là, on s'était aperçu que c'était une catastrophe. En fait, Blanquer dit, mais on a négocié avec les syndicats, avec certains syndicats, pas tous, et donc on a convenu qu'il fallait limiter ça. Sauf que c'était un marché du dupe, parce que les E3C ne remettaient pas en cause la dimension locale du bac, désormais. Donc ça confortait la réforme, ça ne redonnait pas une dimension nationale au bac, et perdant, parce que ça crée beaucoup plus de complications au quotidien dans les établissements, où en fait on est toujours censé évaluer les élèves, et on ne fait plus cours, quoi. Donc ça pose problème, donc c'est perdant et perdant. C'est pour ça que la cogestion, dès lors qu'elle s'inscrit dans un projet qui n'est pas le nôtre, un projet de société, c'est une catastrophe. Donc effectivement, beaucoup d'éléments par rapport à ça. Je reviens sur le statut, justement, c'est la chose que j'avais évoquée au début, quand j'avais parlé de Blanquer et de Robien. Sarkozy avait fait une chose bien. C'est dangereux ce que je dis là. En 2006, le ministre de Robien, de Chirac, avait dit « Je vais abroger le décret de 50 qui définit les statuts des personnels ». Et donc, un grand moment de contestation. Là, pour le coup, on a gagné. Et Sarkozy, candidat à la présidentielle, dit « Tiens, mon adversaire, c'est Royal. Royal, elle n'est pas beaucoup appréciée par les profs. Donc, pour me mettre les profs dans la poche, je promets que moi, président, j'abroge le décret de Robien qui a abrogé les statuts des personnels, et donc, ça veut dire remettre les statuts. Il le fait. Très bien. Donc, ensuite, Sarkozy a voulu, étape par étape, casser les décrets. Et notamment, il y a un dispositif qui a été mis en place qui s'appelle Éclair. École, collège, lycée, ambition, innovation, réussite. En fait, c'est là le Éclair où désormais des chefs d'établissement pouvaient recruter directement des profs, et c'était ce dont je parlais, et qui va être ensuite développé très fortement par Blanquer, dans ce côté managérial, dans ce côté new management public, dans ce côté totalement désincarné, et le fait que l'entreprise impose ses considérants à l'école et son mode de fonctionnement. Aujourd'hui, on ne jure plus par le discours d'entreprise. Donc c'est pour ça que, effectivement, je vois que le temps passe, donc je rebondis sur la seconde partie qui nous permettra d'avoir les éléments de programme. Je vais, en fait, sur comment faire advenir l'école de l'émancipation et de l'égalité, il y a trois choses. Un, il faudra abroger des contre-réformes qui ont été faites. La loi Car, Payon ne l'a pas fait. C'est pour ça que Payon, on avait fait une tribune à l'époque, on avait dit Payon ne risque pas d'être appelé abrogatoire. Il abroge rien de ce qu'a fait Sarkozy. Donc, il faudra abroger la réforme du bac pro en 3 ans au lieu de 4 ans. La réforme du lycée, contrôle continu. La réforme de la loi Car. Donc, tout ça, il faudra le faire. Et il y en a beaucoup. Abroger pour l'école primaire, pour ceux qui sont à l'école primaire, le fait que vous êtes là pour évaluer toujours, alors ce qu'on appelle l'évaluation aiguë. Et en plus, voilà, pour le directeur d'école, parce que là aussi, le regroupement école primaire, 6e, 5e, un collège, c'est aussi pour managérialiser le fonctionnement des écoles primaires. Jusqu'à présent, il n'y a pas de directeur, en fait, il n'y a pas de supérieur, un égal qui a une fonction particulière. Alors que dans le collège-lycée, il y a une hiérarchie. Même si le chef d'établissement est notre collègue aussi. Il se l'appelle parfois, mais il faut qu'ils comprennent que. Voilà. Donc, je disais ça en disant effectivement qu'il faudra abroger beaucoup de choses. Deuxièmement, il faudra par contre, et là je vais insister sur ce que j'ai déjà évoqué, savoir où on veut aller. Parce qu'il y a des mesures, il y a des pièges contre lesquels nous devons être vigilants, car il y a des mesures qui peuvent produire l'effet inverse de ce qu'on veut si on n'a pas défini le projet de société. Je prends 3-4 exemples très précis. Premier exemple, il y a 20 ans, on avait dit, la plupart des syndicats, mais pour le coup, ils avaient raison. Parce qu'eux ont un projet de société qui n'est pas celui de ceux qui nous gouvernent. C'est pas normal que des profs qui soient titulaires
formés, n'aient pas d'élèves dès le début de l'année et qu'ils soient titulaires sur zone de remplacement et qu'au cours de l'année, ils sont ici, là, ils changent d'établissement. C'était difficile. Sauf que le problème, c'est que les libéraux ont dit, bien sûr que c'est vrai que c'est pas normal. Parce qu'un prof qualifié, bien payé, qui n'est que 80% du temps ou 70% du temps devant des élèves, il est payé à rien faire. Donc il faudrait que ces professeurs-là aient un poste à l'année. Très bien. Sauf que quand il y a des profs remplaçants, il y a des profs absents. S'il n'y a plus de profs titulaires remplaçants, on doit faire appel à des contractuels, des vacataires non formés. Si on veut que devant les élèves, il y ait toujours des profs statutaires formés, qualifiés, il faut ce type de PZR. Sinon, que fait le gouvernement? Eh bien, super. C'était le sénateur ou le député Carès qui avait fait un rapport en 2008 ou 2009 qui disait il y a un problème avec les PZR, leur taux de remplacement est de 45%. Alors, taux de remplacement, ça veut dire que la proportion du temps où ils sont devant des élèves. 45%, c'est insuffisant. Si on augmente à 57%, ça devient rentable. Alors, je ne sais pas pourquoi 55 et pas 60, mais ou 50. Donc ça veut dire ça. Et donc les libéraux ont dit on va les mettre devant les élèves davantage. Il n'y aura plus de titulaires remplaçants. Et quand il y a des profs absents, qu'est-ce qu'on fait? On recrute des précaires, des pas formés, notamment des vacataires. À l'époque, les vacataires, sous Sarkozy, aujourd'hui on n'en parle plus, on parle de contractuels. Parce que le vacataire, c'était devenu, comment dire, la caricature de la bêtise et de la dérive technocratique de l'école. Les vacataires, des gens n'ont pas avec le concours, souvent des étudiants qui n'ont pas fini leurs études, ou même parfois qui sont sortis de la fac, hein, on les recrute pour 200 heures. 200 heures, c'est un trimestre en fait. Donc ça veut dire qu'il y avait des classes en début d'année, on savait qu'elles auraient 4 profs de la même matière. En début d'année, le prof, qui par exemple une femme enceinte qui allait ne pas revenir de l'année, elle serait remplacée par 3 vacataires qui font chacun un trimestre. Donc là, c'est vraiment. Et là, les vacataires, croyez-moi, ils n'ont pas beaucoup de capacité à s'opposer à des injonctions managériales de leur chef d'établissement. Parce que si tu n'es pas content, on prend quelqu'un d'autre. Et alors, 200 heures et pas 201. Pourquoi? Parce qu'à la 201e heure, le vacataire obtient des droits en termes d'assurance chômage, en termes de droits sociaux. Et on ne voulait pas. Et il y a un exemple qui est véridique à Bordeaux, dans un lycée, un vendredi de 3 à 5, il y a une vacataire d'espagnol qui a une classe. De 3 à 4 et de 4 à 5. De 3 à 4, c'est la 200e heure. De 4 à 5, c'est la 201e heure. À 4 heures, on lui dit, ben, vous ne connaissez pas vos élèves. Vous ne pouvez pas faire 201 heures, sinon on est embêté. Donc vous partez. Les vacataires, on leur disait souvent, ne venez pas au conseil de classe, ça dure 1h30. On ne doit pas vous le compter. Donc, vous laissez un mot, et les 200 heures que vous avez à faire, faites-les devant les élèves. Oui, ça veut dire que le prof en question n'était pas tout à fait un prof à part entière. Il n'avait pas le droit d'aller au conseil de classe. Oui, mais c'était des choses kafkaïennes. Vraiment. Vacataire, c'était ça. Et donc, des choses inouïes. Donc, c'est pour ça que je disais, le projet de société est fondamental. Il y a aussi une chose qu'il faudrait refuser de faire. Parce que souvent, quand quelqu'un est invité dans les médias, il ne m'a pas posé cette question. Mais monsieur, si vous étiez ministre, une mesure, s'il y avait une mesure, ce serait laquelle? Mais il faut refuser de répondre à ça. Parce qu'une mesure, elle doit s'inscrire dans un plan d'ensemble. Car une mesure isolée, elle peut faire des effets inverses à justement ce qu'on veut obtenir. Exemple très précis. Aujourd'hui, ça se fait moins, mais il y a 10-15 ans, souvent les politiques disaient, même si Zemmour a repris ça, il disait, moi, ministre, je ferai en sorte que tous les élèves qui entrent en 6e sachent lire, écrire, maîtriser les fondamentaux. Ce n'est pas une mesure d'abord. C'est un vœu, une intention. Comment on s'y prend? En faisant plus de cours, en dédoublant. Mais la vraie question politique, c'est si les élèves en 6e n'ont pas acquis ça, est-ce qu'ils ont perdu le droit à continuer la scolarité obligatoire gratuite? Ils ont eu leur chance,
Ils ont échoué, donc ils ne peuvent pas en sixième. On en fait quoi? Ça, c'est la vraie question politique. Et là, pour le coup, une question idéologique. Pour Zemmour, ils ont perdu, tant pis pour eux, ils ont allé dans des trucs de relégation. Non, c'est pas possible. Vous voyez? Autre exemple de ne pas tomber dans le piège des faux débats. Le savoir. Par exemple, depuis 2005 notamment, et même à l'époque, en 2005, c'est le ministre Fillon de l'Éducation qui fait ce qu'on appelle le socle commun de compétences, qui pour nous est une vision minimaliste et utilitariste des savoirs. Minimaliste, je vais revenir sur ça parce que c'est système éducatif des libéraux. Donc, et utilitariste en disant à quoi ça sert qu'ils apprennent que Charlemagne est sacré empereur en 800, et c'est pour visser un boulot de toute sa vie. Voilà, savoir un peu de culture ne fait jamais de mal. Voilà, ça permet de s'émanciper, de s'épanouir. Le savoir n'est pas une marchandise, justement, une marchandise utile, utilitariste. Donc, le savoir, nous, on le défend en disant il y a une baisse d'exigence, on a une vision minimaliste et utilitariste. Sauf que pour certains qui ont un projet de société élitiste, le savoir doit être utilisé comme un élément de distinction sociale pour mettre de côté les catégories les plus faibles, les moins immergées dans la culture classique. Et donc, dans ce cas, vous voyez, on est exigeant et on sélectionne. On n'est pas là pour sélectionner et mettre en concurrence les élèves les uns contre les autres. Donc, tout dépend du projet de société que l'on a. Voilà. C'est pour ça que le projet est fondamental. Et souvent, très souvent, par paresse intellectuelle, beaucoup de politiques ont dit notre projet de société, il est inavouable, ou il est fragile, et donc on va dire que c'est l'école qui va pourvoir à tout ça. Et après, on dit c'est la faute à qui? C'est la faute à l'école. Et il y a une volonté aussi qui a été utilisée dans le cadre de l'investissement éducatif et qui reprend cette notion de connaissance à deux vitesses. Pour les libéraux, le rôle de l'école de la République, c'est de donner le SMIC culturel, le côté basique. Et ils considèrent que pour eux, toute connaissance plus développée, acquise par une personne, peut lui permettre plus tard d'avoir un salaire plus élevé. Donc, l'acquisition de ces connaissances plus développées doit être marchandisée. Ça doit être un investissement des familles. D'où la notion d'investissement éducatif. Et donc, ça, c'est une vision totalement libérale. Et donc, je prends deux exemples très, très précis. Dans la voie technologique, il y a beaucoup, alors des matières techniques, il y a beaucoup de connaissances techniques qui ne sont plus désormais dans les programmes nationaux. Et donc, pour les acquérir, il faut aller les chercher ailleurs, dans le marché, les cours privés, les cours particuliers. Donc, c'est ça. À la limite, si vous avez fait l'acquisition de connaissances qui vous permettent de gagner beaucoup d'argent, ça doit être un investissement des familles. C'est pas, comme dirait Macron pour la fac, il faut que les gens comprennent que la fac, c'est pas gratuit. Et que ça coûte. Et dans les droits d'inscription, il faut qu'ils augmentent. D'où l'excellent livre qu'avait fait en 2012 le regretté François Delapierre, qui était le numéro 2 de Mélenchon, qui est décédé d'un cancer, la bombe de la dette étudiante, et qui expliquait qu'aux États-Unis, en Angleterre, beaucoup de jeunes étaient déjà endettés pour 30 ans. Et avec ça, on ne fait pas une révolution quand on est endetté. Parce que aussi, c'est un élément de contrôle social. Donc, vous voyez, tout ça, c'est fondamental, cette notion-là, d'investissement éducatif. Les libéraux veulent marchandiser. Et il y a une phrase qui est admirable, entre guillemets, c'est en lien avec l'Europe. L'Europe avait dit en fin des années 90, début des années 2000, l'agenda de Bologne, et la stratégie de Lisbonne, qui disait il faut faire de l'espace européen l'espace le plus compétitif au niveau de la connaissance, de l'économie de la connaissance. Oui, ça fait bien. Vous savez qu'on va valoriser la connaissance. Sauf qu'en traduisant, ça veut dire il faut que la connaissance devienne un marché lucratif pour les intérêts privés. Et qu'est-ce qu'on fait? On commence au début des années 90 à faire le CNED, les cours à distance. Là, c'est payant, c'est plus l'école de la République. Quelqu'un qui
pour des raisons de santé, il ne faut pas aller à l'école, au Québec, c'est payant. C'est pas gratuit. Voilà. Et pour la fac, beaucoup de cours de fac étaient pris par les élèves qui faisaient un investissement, pour le coup, en disant, ben, avec les cours de bled, ça complète, je peux pas aller toujours au cours de la fac parce que je travaille, ou je sais quoi. C'est ça. Donc, c'est totalement quelque chose qui est marchandisé, un marché, une entreprise. Il y a une chose également, c'est la notion de diplôme. La notion de diplôme, elle est fondamentale, parce que c'est ce qui est attaqué en fait. Le diplôme, ça garantit la réussite d'un élève. Exemple, le bac, diplôme, premier diplôme universitaire, permet de s'inscrire à la fac de manière inconditionnelle. Là, on le dévalorise et on dit, le bac n'est plus suffisant, donc il faut Parcoursup. Donc, on fait des obstacles supplémentaires. Le diplôme, c'est aussi pour l'enseignement professionnel. Quand on fait le bac pro en 3 ans au lieu de 4 ans, avant on faisait en 4 ans, bac plus 2, un BEP, et 2 ans après, le bac. Pour beaucoup d'élèves, c'était double avantage, ça se faisait avec plus de temps, et ça se faisait avec un diplôme intermédiaire au milieu. On fait le bac en 3 ans, désormais, et le BEP disparaît. Ce n'est plus un diplôme, ça devient au départ une certification. Alors, la certification, elle n'est pas reconnue dans la grille des conventions collectives. Ça veut dire que celui qui allait sur le marché du travail avec le BEP, il disait, moi, j'ai droit à ça, ça et ça, dans la grille de qualification, dans la grille des salaires, dans la grille des conventions collectives. Désormais, avec la certification, il n'a plus de garantie. Donc, on a précarisé encore plus une partie de la main-d'œuvre. Et le diplôme, c'est le combat essentiel, à mon sens, et c'est pour ça que la question du concours, du diplôme, du bac, de Parcoursup, on veut précariser à grande échelle les futurs travailleurs. Et c'est pour ça que le projet de ces libéraux-là est machiavélique, parce que c'est un vrai projet qui n'est pas assumé en tant que tel, parce que sinon ça serait trop visible, ça serait une catastrophe. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il y a cette dynamique-là. Très rapidement, quelques mesures. Première mesure, il faut développer l'idée fonds public à l'école publique. Fonds public à l'école publique. L'argent de tous doit financer l'école de tous, et pas l'école du choix de quelques-uns. Voilà. Il faudra d'abord 2 choses. Faire respecter la loi telle qu'elle est, pour le moment, parce qu'il y a beaucoup de régions, notamment il y a un communiqué que j'évoque ici avec Delga à la région où je suis, où Pécresse le fait aussi, en Ile-de-France, où il donne des subventions extra-légales au privé, c'est-à-dire des subventions qui ne sont pas obligées par la loi. Il est dit dans la loi qu'il faut payer les dépenses de fonctionnement des établissements privés qui ont signé le contrat, mais pas financer les dépenses d'investissement. Or, beaucoup de régions financent les dépenses, une partie des dépenses d'investissement. C'est au-delà de la loi. On peut ne pas le faire. Deuxièmement, il faudra changer la loi pour dire que c'est plus possible qu'on finance de l'argent public pour des écoles privées. C'est pas possible. Et il faudra supprimer la loi Debré de 59. La loi Debré, en fait, c'est le concordat de 1905 qui a été abrogé, qu'on remet en place uniquement pour les pauvres. En fait, c'est ça. Donc, ça veut dire que la République est imparfaitement laïque, sur le coup. Donc, première mesure. Deuxième mesure, un effort sur l'orientation. Il faut arrêter la vague de régionalisation des personnels non enseignants. Il y avait eu en 2005 les personnels d'entretien, et puis après, aujourd'hui, les corps psy devenus psy-EL, ils sont régionalisés, ils sont moins dans les établissements. Il faut reconquérir un corps de gens qui vont conseiller les familles. Et en plus, c'est très important, parce qu'avec l'orientation qui se complexifie, il faut que les familles soient au courant. Donc, l'orientation, il faut arrêter de la faire comme on gère un stock de marchandises qu'il faut écouler le plus rapidement possible au moindre coût. Je crois que je l'ai même parlé aux journalistes, je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou... Il y a 20 ans, la principale du collège dans lequel j'étais à l'époque me dit, je vais vous montrer quelque chose, je ne devrais pas vous le montrer. Elle avait reçu une
circulaire du rectorat qui disait cette année, il faudra valoriser l'orientation en voie professionnelle. Avec comme argument, égale dignité des différentes voies. Si un prof dit qu'il pourrait aller en général, il faudra lui dire que c'est élitiste, méprisant socialement. Bon, hein, le côté blabla pour ceux qui sont profs. Le côté terroriste. Pourquoi ça? Parce que l'année d'avant, il y avait eu un taux de renouvellement en quatrième trop élevé, 8%, au lieu de 5% attendu. Ce qui veut dire concrètement, même pas un élève dans chaque classe. Ça se passe plus rien. Alors pourquoi? Ces élèves qui avaient redoublé, c'est eux qui auraient demandé la voie professionnelle sûrement en troisième, qui était le plus fragile. Donc s'ils ont redoublé, il y aura moins de demandes dans la voie professionnelle cette année-là. Et donc s'il n'y en a pas assez, on risque de devoir supprimer des classes. Après, pour rouvrir des classes, c'est dur. Donc on dit, bon, il faut inciter les gens à aller dans la voie professionnelle. Mais juste après, il était marqué, par contre, l'année d'après, il faudra valoriser l'orientation en voie générale. Avec l'argument de dire que c'est la voie générale qui permet tous les possibles, que c'est beaucoup mieux, etc. Pourquoi? Parce que cette année-là, on allait remettre de l'ordre et dire les élèves de quatrième ne redoubleront pas autant, et que donc il y aurait un double afflux d'élèves, l'année d'après, qui demanderaient la voie professionnelle. Le contingent habituel qui n'a pas redoublé, et le contingent qui est resté un an immobilisé en quatrième par redoublement, donnerait un trop afflux en voie professionnelle. Et donc, s'il y a trop grand afflux, il faudrait ouvrir des classes en plus, et après on va ouvrir de classes. Donc, on va dire, on va les envoyer dans la voie générale. Et on gère l'orientation comme un stock de boulot. Autre élément de programme, j'en fais 3-4 rapides, comme ça permettra après d'échanger, je veux que ça passe vite. Développer la gratuité à l'école. La gratuité des cantines, Corbière l'avait dit à Blanquer, et Blanquer, au départ, il fait semblant que oui, mais dès que Corbière dit qu'il faudra un service public national de la restauration, non, surtout pas. Parce qu'il faut que ce soit le privé qui mette la main dessus. Les transports scolaires, les fournitures scolaires, notamment dans la voie professionnelle, ça coûte cher. Des outils, des habits, ça coûte cher ça. Et c'est souvent les familles les plus modestes. Donc, alors, les manuels scolaires, pour le lycée, alors, même s'il y a des régions qui les fournissent, mais pas toutes. Parce qu'ici, ce n'est pas le cas. En Occitanie, c'est le cas. Mais voilà. Donc, il y a des inégalités territoriales. Donc, la gratuité. Il y a aussi un plan de recrutement qu'il va falloir développer, des profs. Le système des IPES avant, il y a bien 30 ans, où des jeunes, au départ c'était après la troisième, il y a 40 ans, c'est ça, ou après la terminale, on accompagnait des jeunes de familles modestes pour les pousser à passer le concours et devenir prof. Parce qu'avec la mastérisation face à Bac plus 5, ça fait que pour beaucoup de familles modestes, quelqu'un ne peut pas passer 5 ans, 6 ans sans salaire, sans vivre. D'où notre revenu d'autonomie, quelquefois, même si ce n'est pas une revenu de campagne. Mais voilà, donc ça. Et donc, il faut, et aujourd'hui on le constate, le recrutement des profs est de moins en moins populaire. Parce que beaucoup de familles disent, à 22, 23 ans, il faut que j'ai un salaire. C'est plus possible. Et moi, je prends un exemple aussi me concernant, qui montre ça. J'ai passé le concours après la licence. Parce que j'avais fait un calcul rationnel, en me disant, si je fais la maîtrise, en plus j'avais eu une mention en licence, il y avait beaucoup de profs qui me disaient, mais pourquoi vous ne faites pas. J'avais fait le calcul. Si je fais une maîtrise, un an de plus, je passe après les concours, CAPES, agrégation. J'ai le CAPES, mais pas la grecque. Souvent, on reportait ça pour tenter la grecque la seconde année. Puis, service militaire. Puis, enfin, l'année de stage. Je payais mon permis de voiture à 25 ans et pas à 22 ans. Là, c'est un chose de force. Et beaucoup de gens font ce calcul-là, rationnel, financier, contraint. Donc, c'est pour ça que la gratuité et aider les gens à pouvoir faire des études plus longues pour avoir le concours, c'est nécessaire. Là aussi, c'est une mesure gouvernementale qui a été très, très, très mauvaise. Donc, c'est pour ça que ces mesures-là, elles font système. Il y en a une dernière que je vais évoquer, c'est la mixité sociale. La carte scolaire doit être repensée pour qu'il n'y ait plus de quartiers, plus de lycées, chic ou pas chic.
Et il y a des mesures très simples. Si on met des options rares et valorisantes dans les établissements ruraux ou dans les établissements de quartier, je suis sûr que les familles diront moins, certaines familles, ah mais tu comprends, je le mets là parce qu'il a un projet, il fait l'option russe ou je ne sais quoi. Non. Donc les options, c'est aussi un jeu qui permet de homogénéiser cela. Moi, je suis au lycée Maillot de Perpignan, les quartiers nord. Il y a deux, trois choses qui font qu'il y a de la mixité. L'option réduite. Parce que pour le coup, pour les rugbyman, c'est pas forcément de tête brûlée. Et ce qui fait que dans la cour, ben, les gars des quartiers, les rugbyman, co-partagent la cour. Il y a l'option Sciences Po, le conventionnement qui fait que des élèves viennent pour préparer Sciences Po. Il y a les cours d'euros, alors euro, pas l'euro, la monnaie, euro, qui permettent aussi de valoriser tout ça. Si c'était le lycée de centre-ville qui avait ça, ben, on aurait de la ségrégation positive, entre guillemets, de riches, baisés pour l'un, et après la ségrégation négative de difficultés qui se cumulent dans le lycée où je suis. Donc là aussi, c'est fort possible de mettre en place ça. Vous voyez, c'est des mesures, mais qui toutes doivent s'inscrire dans un projet de société. Si le projet de société n'existe pas, ça fait fuite. On peut inverser les mesures, et les libéraux sont très très forts pour ça. Et c'est bien pour ça que le but de l'école de l'égalité et de l'émancipation, c'est ce que disait Condorcet. Le but de l'école, c'est de former des citoyens qui ne se laissent pas compter, C-O-N-T-E-R, c'est-à-dire des futurs citoyens de la 6e République, mais des citoyens qui ne s'en laissent pas compter, mais qui entendent qu'on leur rende des comptes. Deuxième République. Parce qu'on aura favorisé l'émancipation et l'égalité réelle. Voilà. Je termine là, parce que c'est un peu long. Merci.